Bonjour à tous, bienvenue dans ce débat réalisé dans le cadre de l'Atlas des risques que nous publions Trends Tendance en partenariat avec Credendo. Nous allons évoquer aujourd'hui l'état du monde. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur l'état du monde qui est pour le moins chamboulé ces derniers temps. Pour en parler, on reçoit Nabil Gijacli, qui est Deputy CEO de Credendo, qui accompagne les entreprises dans le risque notamment. Et on va en parler, il y en a un certain nombre. Bonjour. Bonjour. Et on reçoit Tanguy Streuil, qui est professeur de relations internationales à l'UC Louvain et également expert associé à l'Institut Egmont notamment. Bonjour. Bonjour. Alors, évidemment, ce monde, cet état du monde chamboulé, c'est difficile d'en parler aujourd'hui sans évoquer le grand virage en date et qui sera effectif au mois de janvier. C'est l'arrivée de Donald Trump, le retour de Donald Trump à la présidence aux États-Unis. Nabil Gijacli, est-ce que ça ouvre une période d'incertitude encore plus grande pour le monde? Incertitude, je ne sais pas, mais il y a un côté imprévisibilité qui va revenir, parce que l'imprévisibilité est la marque de fabrique du futur 47e président des États-Unis. Ceci étant, l'investiture aura lieu le 20 janvier. Il y a un programme, finalement, pendant la campagne électorale, on a parlé très peu du programme des Républicains. Se met en place toute une nouvelle administration avec la nomination de personnalités. Tout ça commencera le 20 janvier. Mais qu'est-ce qu'on peut déjà retenir? Des déclarations qui ont été faites. Certainement, il y aura un ralentissement où le mot taxe est un des mots favoris du futur président. Donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait des taxes qui entravent les échanges commerciaux à travers le monde. Maintenant, est-ce que c'est une posture de négociation au départ pour obtenir une série de choses, ou est-ce que ce sera vraiment le cas? Nous verrons bien. Autre sujet, la politique étrangère. La politique étrangère de Trump, lors de son premier mandat, s'est caractérisée par beaucoup d'effets d'annonce, beaucoup de recherches de deals. Et donc, on peut s'attendre aussi à ce niveau-là à une série de tentatives d'arriver à des accords, notamment avec la Russie, sans doute au Moyen-Orient. Troisième élément qui est une source d'inquiétude peut-être, c'est le climat, la transition vers le climat. Lors du premier mandat, l'administration Trump s'était retirée des accords internationaux, et notamment de l'accord de Paris. On parle de faire la même chose. Et d'un autre côté, pendant le programme, il y a une chose qui se passera vraisemblablement, c'est drill, drill, drill. Donc, les États-Unis sont redevenus le premier producteur de gaz et de pétrole à travers le monde. L'intention de Trump est de continuer. Et donc, vraisemblablement, sur le plan du climat, on peut s'attendre à un certain nombre de ralentissements. Est-ce que Tanguy Streuil, est-ce que ce sera un Trump plus radical, en roue libre quelque part par rapport à son premier mandat? Disons que son équipe, clairement, va plus dans la logique de la loyauté et de l'imprévisibilité aussi. On voit aussi une équipe qui est beaucoup plus focalisée sur l'Iran et la Chine, avec aussi un intérêt évidemment pour la Russie. Ce qui sera intéressant évidemment, c'est que Trump n'est pas un va-t-en-guerre. Ça, c'est quelque chose quand même qui correspond aussi à l'approche républicaine aujourd'hui. Mais ça va aussi amener potentiellement des problèmes, parce que c'est quelqu'un qui croit que la puissance économique et la puissance militaire va suffire pour imposer la paix, que ce soit en Ukraine, que ce soit par rapport à Taïwan, que ce soit par Israël. Mais si on regarde son premier mandat, les accords de Doha concernant l'Afghanistan et les accords d'Abraham concernant le Moyen-Orient ont en fait été catastrophiques, parce que une des parties n'était pas présente. C'est-à-dire que les accords de Doha, le gouvernement afghan n'était pas présent. Et concernant les accords d'Abraham, on n'a jamais tenu compte des Palestiniens. Et donc, on risque d'avoir des négociations au-dessus des Ukrainiens, des Taïwanais, qui vont en fait aboutir à des accords qui vont être très beaux pour afficher à la télévision, mais qui, sur le long terme, ne seront peut-être pas très stables. Est-ce qu'en fait, Nabil Gijacli, on est dans une période de démondialisation? Alors, ce n'est pas nouveau, Trump n'est pas celui qui initie le processus, mais enfin, quelque part, ça le prolonge, le renforce. Ce qui est en tout cas certain, c'est qu'on va avoir un frein ou un arrêt de la mondialisation. De là à dire qu'on va déglobaliser, je n'y crois pas. Mais je vais prendre un exemple. Si on regarde les années du mandat Biden, le nombre d'entraves à la libre circulation des biens et des marchandises qui ont été prises par les États-Unis s'élève à plus de 3500 sur les C'était déjà considérable. Ce qui est énorme. Et du côté chinois, 3000. Donc, effectivement, si on renforce les taxes, ça aura un frein. Mais de là à dire que c'est une tendance, un virage à 180 degrés, certainement pas. On y est depuis
depuis quelques années déjà. Guy Streuil, est-ce que c'est une ère, certains disent, des nouveaux empires, c'est-à-dire une reconnaissance où chacun, la Chine, la Russie, l'Iran, les États-Unis, a quelque part sa sphère d'influence et le but c'est que l'autre la reconnaisse. Est-ce que c'est cette ère-là qui s'ouvre aujourd'hui? Mais je crois qu'elle a toujours été présente. Je crois l'Europe a été un peu aveuglée et n'a pas pris en considération ce qui se passait depuis au moins une quinzaine d'années. Parce qu'au final, les Russes, on en parle depuis 2022, mais en fait, c'est la Géorgie 2008 où on voit qu'il y a le retour des sphères d'influence. Et on peut même revenir en 2003, où la doctrine, c'est le voisinage proche. Donc, c'est-à-dire, en fait, avoir sa sphère d'influence. La même chose pour la Chine. La mer de Chine du Sud, ça commence en 2010-2011. Donc, tout ça pour dire que je crois que c'est les Européens qui ont été très naïfs de croire que le monde n'avait pas changé, alors que le monde évolue et qu'en fait, on retourne vers des logiques de sphère d'influence, mais qui, au final, ont toujours été présentes. La seule chose, c'est que l'Europe n'est pas prête à ce monde où on joue le jeu des sphères d'influence. C'est une énième piqûre de rappel, en fait. Mais je vous rejoins, Tanguy, sur l'aveuglement européen, mais je voudrais quand même souligner qu'à ce stade, et aujourd'hui, il reste une puissance globale, et ce sont les États-Unis. Quand je parle de puissance globale, pour moi, ça englobe toute une série de choses. La première, une capacité militaire. La capacité militaire américaine est la première et c'est le seul pays qui est capable de projeter des troupes à travers le monde entier. Capacité économique. Les États-Unis peuvent fournir et produire tout. Capacité monétaire. Le dollar reste la monnaie d'échange mondiale, même si on l'attaque, on essaie de lui tailler des croupières. Et puis, le rêve américain fait rêver une partie de la planète. Donc, nous sommes dans une redistribution des cartes, mais avec une puissance, à mon avis, qui est globale, et la seule à ce stade, les États-Unis. Et un seul rival systémique, c'est la Chine, Tanguy Streuil, quelque part. Oui, c'est une évidence qu'on a deux puissances. On a évidemment les États-Unis, mais la Chine... Alors, il faut reconnaître que la Chine est quand même confrontée à d'énormes problèmes internes. On a vu que la Chine a investi des milliards le régime a investi des milliards pour relancer l'économie. On n'est pas certain que ça va vraiment prendre. La consommation intérieure n'est pas bonne. La démographie est un souci. La situation démographique va commencer à poser problème d'ici 10 ans. Donc, voilà, on peut se retrouver dans une situation comme le Japon dans les années 80, où en fait, on avait cette rivalité États-Unis-Japon, et tout le monde croyait que le Japon allait devenir la première puissance mondiale. Ça n'a pas été le cas. Il ne faut pas oublier que, et moi qui étudie les relations États-Unis-Chine depuis très très longtemps, j'observe que ça fait déjà au moins 15 ans qu'on dit que les Chinois vont dépasser les Américains. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Et ça ne sera jamais le cas? Si, ça peut l'être, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne contrôle pas et il y a des situations internes qui font qu'un État peut s'écrouler. Mais toujours est-il que la Chine a beaucoup plus de difficultés que ce qu'on pouvait lire il y a 10-15 ans. Et donc là, je crois qu'elle est confrontée à une réalité économique, sociale, qui ne va quand même pas être si évidente, que nous, on a connu aussi, que les Américains ont connu aussi. Donc la Chine, certainement, la puissance à tenir à l'œil, mais ne pas sous-estimer les défis auxquels elle est confrontée. Moi, je pense que l'adage « la Chine sera vieille avant d'être riche » est quelque chose qui joue en plein, parce que la population chinoise ne se renouvelle pas, va commencer à diminuer, et on a une pyramide des âges qui va être totalement déséquilibrée. Et la démographie est un élément important dans la croissance économique d'une part, et d'autre part dans la gestion des dépenses. Une population vieillissante signifie plus de dépenses sociales. Et donc la Chine est face réellement à un grand problème de ce côté-là, alors que du côté des États-Unis, il y a une natalité certes qui diminue, mais il y a une croissance de la démographie toujours raisonnable. Et donc là, c'est un des enjeux majeurs à moyen terme. Nabil Jacqui, on est aussi dans une époque, alors certains disent un retour de la guerre froide, mais en fait elle est tiède cette guerre, parce qu'il y a notamment deux conflits dont on parle beaucoup, il y en a d'autres, mais en Ukraine et au Proche-Orient. Est-ce que 2025 risque de marquer un tournant dans les deux cas? C'est deux cas différents évidemment. Mais je pense en tout cas que l'Europe, c'est un wake-up call, un réveil, une piqûre de rappel. La course aux armements n'a jamais réellement stoppé, si ce n'est en Europe qui a finalement bénéficié des dividendes de la paix, ou appelons-la la Pax Americana, pendant la dernière décennie du siècle précédent, à la première de ce siècle-ci. Et donc l'effort, il est essentiellement là.
qui doit se faire et on doit se réarmer, on doit de nouveau être capable de se défendre. Maintenant, sur le plan des alliances, je pense qu'on est face à des systèmes qui sont essentiellement opportunistes. Vous avez l'alliance du monde occidental, de l'OTAN et du G7 qui est quelque chose de solide et qui tient depuis des années. Par contre, les BRICS ou les alliances entre différents pays sont des alliances de circonstances. Actuellement, la Russie, la Corée du Nord et l'Iran, certes. Les BRICS, vous avez des composants tels que la Chine et par exemple l'Inde qui sont en compétition hégémonique. Donc, c'est très complexe. Nous sommes avec des puissances émergentes et des blocs qui sont malléables et qui, en fonction des opportunités, en fonction des enjeux, peuvent se faire et se défaire. Tout aussi Tanguy, facilement. vous avez dit Trump n'est pas un va-t-en en guerre. Est-ce que ça veut dire effectivement pour l'Ukraine et le Proche-Orient, on peut s'attendre à une accélération des dialogues de paix, une année 2025, en tout cas avec des tournants? Oui, c'est tout à fait possible. Maintenant, une fois de plus, il faut tenir compte qu'il y a toujours des réalités nationales et régionales. Et je crois que l'administration Trump risque de sous-estimer ces réalités-là. C'est-à-dire que, oui, les Américains pourraient imposer une paix en Ukraine et au Proche-Orient, mais ce n'est pas pour ça que les acteurs sur le terrain seront d'accord. Est-ce que les Saoudiens vont suivre? Est-ce que les Égyptiens vont suivre? Est-ce que les Qataris vont suivre? Les Turcs? Est-ce que les Russes sont prêts à et alors, de côté, le feu? voilà, Oui. exactement. Donc ce sont beaucoup de variables qui sont présentes. Et je tiens à rappeler quand même que Trump avait dit qu'il allait résoudre le problème en 24 heures, une fois élu, non pas président, une fois élu. On a bien vu que c'est absolument pas le cas. Et évidemment qu'il ne va pas résoudre le problème en 24 heures, parce que des négociations, ça prend énormément de temps. Il faut redéfinir des frontières potentiellement, il faut cesser le feu. Enfin, donc ça va prendre des mois avant qu'on puisse potentiellement parler de paix, aussi bien d'ailleurs au Proche-Orient qu'en Ukraine. Mais dans le cas ukrainien, je pense qu'on assiste quand même à une certaine lassitude du côté des États-Unis, et les atermoiements pour délivrer et voter des budgets pour l'armement en sont un. Du côté de l'Europe, il y a aussi une certaine lassitude. Les appels du chancelier récemment, Père Poutine, en est une illustration. Et pour les Ukrainiens, on rentre dans le 3e hiver. Et donc la population ukrainienne, je pense, d'abord, elle a diminué. Il y a à peu près 10 millions d'Ukrainiens qui ont quitté le pays. Et ensuite, le coût humain est énorme. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on sera prêt à faire certaines concessions? C'est un point d'interrogation. Mais du côté russe aussi, la saignée dans la population, à un moment donné, fera mal. Hein. Si les soviétiques se sont retirés de l'Afghanistan, c'est parce que les corps rentraient à Moscou. Donc je pense que oui, il y a une fenêtre d'opportunité pour des négociations. Mais je suis d'accord avec vous, ça ne se réglera pas en 24 heures. Charles Michel, président du Conseil européen sortant, disait dans ses entretiens de sortie il y a un vrai risque de 3e guerre mondiale, il faut tout faire pour l'éviter. Tanguy Streuil, quand on utilise des mots comme ça, à la fois on se fait peur, et en même temps, est-ce qu'on parle de quelque chose qui est une menace tangible? Je crois qu'il faut toujours en tenir compte, vu l'évolution du monde, et on a quand même 2 gros dossiers qui restent l'Ukraine et Taïwan. On ne sait pas, par exemple, comment va réagir Trump en cas d'intervention par rapport de la Chine par rapport à Taïwan, sachant que ces déclarations par rapport à Taïwan sont problématiques dans le sens qu'elles pourraient pousser la Chine à y voir une opportunité pour, en effet, prendre Taïwan. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que il y a tellement aujourd'hui de tensions. Alors, on parlait de Russie, Taïwan, mais si vous regardez les situations régionales, elles ne sont pas bonnes non plus. Or, souvent, il y a des liens entre le régional et le systémique, parce qu'il y a des jeux de partenariat, d'alliance, etc. Et donc, c'est clair que la situation, si on compare à 5-10 ans, elle est clairement pas bonne. Maintenant, quand on sait ça, on peut aussi tout faire pour éviter la 3e guerre mondiale. Et c'est là, malheureusement, où je crois qu'on n'a pas une diplomatie au niveau belge, au niveau européen, qui est à la hauteur. Parce qu'on vit encore toujours dans un monde de wishful thinking, où il y a, malheureusement, qu'on l'aime ou on n'aime pas, on est dans la réelle politique, et ça suppose un changement de mentalité, un changement d'approche, que clairement l'Europe n'a toujours pas réussi à faire. Abdelji Jacqui, ce terme, il a un sens, 3e guerre mondiale. Enfin, est-ce que c'est un drapeau rouge qu'on agite ou bien c'est... Je crois que personne ne le souhaite, mais de facto, il y a plusieurs intervenants dans les guerres.
Les Russes sont aidés par d'autres pays. Du côté de l'Ukraine, il y a une intervention indirecte de l'OTAN. Donc on est déjà, non pas dans une guerre mondiale, voilà, en tout cas, mais on est déjà dans un conflit qui implique différentes puissances. Un. Deux, ça nous invite à repenser notre stratégie militaire. Les Russes l'ont fait récemment lorsqu'ils ont dit qu'une attaque d'un pays non nucléaire mais aidé par l'OTAN pourrait être un facteur pour aussi utiliser la dissuasion nucléaire. Donc on est en train de se reformer. Du côté européen, il y a très clairement une idée et une volonté, en tout cas la prise de conscience, que pour pouvoir se faire respecter, avoir une voix qui compte, on doit aussi non seulement avoir un pouvoir économique, mais un pouvoir militaire. Donc on est dans cette logique-là. Maintenant, les conséquences étant tellement désastreuses de part et d'autre qu'on y est vraisemblablement très éloigné, mais je n'exclus jamais, un accident. Deux, un espèce d'engrenage. Mais je pense que nous sommes quand même assez éloignés de cette réalité qu'on ne peut pas exclure totalement. Est-ce que l'Europe doit devenir plus omnivore, Tanguy, par rapport à ce monde de carnivores? Je reprends les expressions d'il y a quelques semaines du président français Emmanuel Macron, mais est-ce que c'est une réalité? Ouais, je dirais que Macron a parfois une vision assez simpliste du monde, mais le fait est que l'Europe doit apprendre à développer une stratégie, ce qui sous-entend qu'elle doit développer aussi bien son économie, son soft power, donc tout ce qui est culturel, diplomatique, militaire, ces nouvelles technologies. Et on voit très bien qu'il n'y a absolument pas aujourd'hui de politique complètement intégrée, où en fait on a aujourd'hui une politique géoéconomique qui est accompagnée d'une politique sécuritaire, qui est accompagnée d'une politique de développement. On peut prendre un exemple concret. L'Afrique va devenir très important. On n'a aucune politique étrangère à l'égard de l'Afrique, ni au niveau belge, ni au niveau européen. Important au niveau démographique notamment. Changement climatique, démographie, stabilité, ressources. Et donc là, on a vraiment un problème parce qu'on sait qu'on va être confronté à d'énormes problèmes. Mais aussi d'énormes opportunités et des défis. Et donc là, que l'Europe n'a toujours pas établi une vraie stratégie à l'égard de l'Afrique est, de ce point de vue-là, extrêmement problématique. Abéligé Jacqueline, on manque de vision, effectivement. Stratégie que les Chinois ont dans le cas de l'Afrique, notamment qui se base, sur... La Chine est devenue un des premiers financiers sur le continent africain, qui est le continent de tous les défis. Démographique, c'est le seul où la population va augmenter. Climatique, vous l'avez dit, Tanguy, et aussi, on ne saurait trop insister là-dessus, une bombe démographique. C'est la seule région du monde où on va passer de 1,5 milliard d'habitants aujourd'hui à vraisemblablement plus de 4 milliards à la fin du siècle. Les Chinois ont une vision très claire. Ce sont d'une part s'approprier par le biais de prêts les ressources de matières premières qui font que les Chinois dans la transition écologique ont énormément d'accès à des ressources, à des biens qui sont indispensables. Et l'Europe, face à ça, est quelque part un peu, je ne dirais pas tétanisée. Je pense qu'une série de pays européens ont jusqu'à présent toujours eu un volet, et notamment les Français avec le précaré africain, les Anglais avec leur zone d'influence suite aux colonies qu'elles avaient. À partir du moment où elles ont encore un jeu d'influence, elles préfèrent jouer celui-là que le collectif. On se rend compte, par exemple, pour les Français, qu'il y a une reculade des positions françaises dans une série de pays. Et donc, on aura peut-être la tentation de basculer vers une approche commune, c'est-à-dire européenne. À ce stade-ci, c'est un vœu que je crains qu'il soit pieux, mais il n'y a rien à faire. On doit mettre en commun toute une série de ressources. Il en va de même pour l'armement, par exemple. On ne peut pas avoir des dizaines d'industries différentes pour faire la même chose. En Europe, ce serait une catastrophe. Prenez l'exemple de ce qui se passe en Ukraine. Les dépenses d'armement européennes, 80% vont pour acheter de l'armement aux États-Unis. Donc on est dans une situation où on doit prendre conscience que des choses doivent changer. Nabil Jacqueline, je reste chez vous un instant. Je suis une entreprise... Dans ce monde dont l'État est en tout cas imprévisible et parsemé de doutes, qu'est-ce que je fais ? Alors d'abord, je pense que l'Union européenne, la monnaie unique, malgré ce qu'on vient de dire, est une réalité. Et sur ce côté-là, nous avons un espèce d'arbre commercial, un arbre de paix commercial. Deuxième chose, une entreprise qui doit chercher de la croissance, il n'y a rien à faire d'aller dans les régions du monde où il y a une croissance, une dynamique. Et là, je dirais que, contrairement à ce qu'on pourrait peut-être penser en voyant ce monde, c'est qu'il y a une série de choses qui vont mieux.
des États comme, je ne sais pas, l'Indonésie, le Vietnam, la Chine, il y a quelques années, étaient extrêmement risqués. Ils le sont moins aujourd'hui parce qu'il y a une certaine stabilité économique. Là où il y a vraisemblablement des dangers, c'est toujours par rapport à la gouvernance, notamment la gouvernance juridique. Mais ce sont dans ces pays-là qu'on peut aller chercher la croissance. Prenez l'autre côté du monde. Il y a une mission princière qui a eu lieu et qui a été au Brésil. Le Brésil et l'Amérique latine est une zone aussi de développement. Donc, renforçons nos positions qu'on a notamment dans l'espace européen, mais n'ayons pas peur d'aller vers des pays émergents où la croissance se trouve. Tanguy Streu, effectivement, est-ce que c'est aussi une ère d'opportunité? Parce que parfois, médiatiquement, on met le focus sur des conflits, des tensions, des risques, hein, le nucléaire qu'on met à l'avant en permanence, mais est-ce que c'est aussi une ère d'opportunité? D'office, mais pour ça il faut changer les mentalités. Il faut aussi réaliser que, comme on le disait, que le monde a changé et donc ça suppose aussi surtout au niveau européen. Voilà, ça suppose des approches différentes. Vous parlez d'opportunités au niveau économique. On parle maintenant de ces fameux pays connecteurs qui sont en effet le Vietnam, le Maroc, le Mexique, parce que ce sont des pays en fait qui maintenant servent à faire des relations économiques entre les Américains et les Chinois, parce que directement ça pose problème. Donc on passe maintenant par des pays tiers, et donc là on voit un développement en effet de pays qui sont très intéressants. Et puis on a aussi une série de pays qui sont très intéressants au niveau des matières premières, qu'on aura besoin pour tout ce qui est énergie renouvelable, batterie. Vous avez mentionné l'Indonésie, qui va devenir un État très important, mais il y a aussi des opportunités en Afrique et en Amérique du Sud. Donc oui, il y a des opportunités, mais là encore, il faut une stratégie, il faut une logique. Quand je vois que l'Europe développe une stratégie sur les matières premières, mais qu'en fait, elle est irréaliste et irréalisable sur le terrain, ça pose problème. Donc là aussi, il faut venir avec des vraies politiques qui peuvent être mises en œuvre. Est-ce que la Belgique a encore une carte à jouer? C'est un pays, d'abord, on a l'OTAN, on a l'Union européenne, on a quand même eu une diplomatie qui était, j'allais dire, disproportionnée par rapport à notre taille pendant longtemps. Est-ce qu'aujourd'hui, on a encore ce poids? Aujourd'hui, malheureusement, la Belgique a un poids qui n'est plus le poids qu'on a pu avoir. Et je le dis depuis pas mal d'années, je crois que la Belgique a ce défaut aujourd'hui de ne plus avoir de politique étrangère. C'est-à-dire qu'en fait, elle suit et elle attend ce que dit l'Union européenne pour ensuite aller vers une politique. Mais en fait, si on veut vraiment exister dans ce monde et vraiment avoir un rôle à jouer, c'est de développer des niches. C'est-à-dire que se dire que, voilà, on était bon dans tel domaine, essayons d'investir dans tel domaine, et on en choisit 5 ou 6, et c'est là-dedans qu'on doit se spécialiser, parce que ça nous rend extrêmement indispensables par rapport à des partenaires. C'est-à-dire que si les Américains ou l'OTAN a besoin d'une expertise, je reprends une fois de plus l'Afrique centrale, eh bien, si on est spécialiste, ça veut dire que nous, on a une opportunité de dire, OK, vous voulez des informations sur l'Afrique centrale, ben nous, on voudrait avoir telles informations. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette situation parce qu'on n'a pas développé de niche. Et donc, en fait, on est devenu très peu intéressant, sauf, oui, OK, on a encore l'OTAN, etc. Mais si je vous demande quelle est la politique étrangère belge aujourd'hui, et quand je demande aussi bien des journalistes ou enseignants, professeurs, etc., ou même politiques, ils sont un peu incapables de répondre vraiment, voilà, ça c'est la politique étrangère belge, c'est comme ça qu'on doit faire, etc. Nabil Jacqui, est-ce qu'effectivement on doit travailler sur ce que Tanguy appelle des niches, en tout cas sur des plus-values peut-être? Est-ce qu'on le fait et qu'on ne le sait pas? Mais je comprends les préoccupations de Tanguy par rapport à l'influence diplomatique perdue, ou supposait-elle, de la Belgique. Mais les niches existent et nous sommes présents dans certaines niches. Par exemple, le changement climatique, nous avons en Belgique des champions qui ont des contrats dans le monde entier pour la mise en place de l'éolien offshore ou onshore. Il n'y a pas un chantier de taille mondiale où soit DEME ou soit Tian de Nul sont appelés à y participer. Donc ce développement de niche, il est indispensable. Nous pouvons avoir aussi, je vais prendre un deuxième exemple, dans le domaine de l'eau, nous avons toute une série de sociétés en Belgique qui gagnent
des marchés dans le monde entier sur le traitement de l'eau, sur l'approvisionnement en eau, et puis et ça dans le monde entier. Donc il y a une série de choses. J'ajouterais un point, c'est qu'en général, et vraisemblablement l'évolution institutionnelle du pays y est pour quelque chose, on n'est pas prêt à revendiquer notre belgitude, si je peux me permettre, entre guillemets, et donc c'est sans doute un facteur qui nous déforce. Il y a peut-être un faire savoir quelque part qui doit voir le jour, et peut-être politiquement aussi, c'est-à-dire à relayer ce dont vous parlez là. Et c'est notamment le but de ces missions économiques à l'étranger, redorer ou en tout cas montrer notre ancrage dans le monde. Dans le domaine médical aussi, nous avons des champions. Donc il y a des zones, des niches tout à fait dans lesquelles on peut se développer et faire connaître notre excellence. Merci à tous les deux pour avoir abordé cet état du monde. On pourra en parler des heures, tellement il y a évidemment des enjeux, des changements et peut-être des choses à faire valoir pour la Belgique. Nabil Jejacli, merci beaucoup. Merci. Tanguy Streuil, merci beaucoup. Merci. Donc, député CEO de Credendo et professeur de relations internationales à l'UC Louvain notamment. Merci à tous d'avoir suivi ce débat qui s'inscrit donc dans une série de débats que l'on organise avec la publication de l'Atlas des risques, publié avec le soutien de Credendo et publié par Trends Tendance. Nous vous retrouverons la semaine prochaine pour un autre débat, un autre risque dans ce monde en plein foisonnement. Merci à tous.